Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'atelier. Aujourd'hui, on n'est pas sur quelqu'un qui fabrique des vélos, on est plutôt sur quelqu'un qui les ponce. Et donc, on va présenter un monsieur, il est un petit peu connu. Et puis, il commence à avoir un petit peu son nom dans le monde de l'ultra. Bonjour Victor. Bonjour Henri, ça va? Ça va? Ouais, ça va, Ouais. super content d'être ici, Voilà. Alors, enfin. pour noter un petit peu la temporalité de la chose, on tourne cet épisode, t'es revenu de la Tour Divide il y a 15 jours. Ouais, c'est ça, un peu plus de 15 Voilà. jours. Que tu as atomisé, on peut le dire, on va en reparler. Voilà. Et on tourne ça, il fait 40 degrés dehors, on est sous canicule en France, donc oui, on est un peu en tenue décontracte, on va dire. Voilà. Je vais te poser donc ce que je pose maintenant à chaque invité, l'elevator pitch. Tu as quelques secondes pour m'expliquer qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es intéressant. Et bah, moi je fais de l'ultra-distance, donc l'ultra-distance c'est une discipline à vélo qui se parcourt en autonomie totale, donc sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. Et donc c'est la discipline que je pratique professionnellement depuis cette année. Et j'ai remporté plusieurs grandes courses, dont la Transcontinentale, où là je viens tout juste de remporter la Tour Divide. Et bah voilà, je pratique ça et j'essaye aussi de montrer qu'on peut faire ça aussi de manière... parce que avant on pratiquait de manière un peu brute, voilà, on promouvait de se faire mal, de dormir peu et j'arrive à performer de manière un peu plus saine pour le corps, même si bon, c'est jamais très sain. Et j'ai aussi envie de promouvoir des belles valeurs autour de la passion, de l'amour et de l'amour du sport, de l'amour de tout en général. Et voilà, c'est ce que j'aime. Ouais, dans l'ultra, effectivement, on a quand même une notion de moins se faire mal qui est quand même encore sur un step un peu élevé quand on voit ce que vous faites. Mais oui, ça se comprend parfaitement. Je reviens un petit peu sur la Tour Divide, effectivement, qui était donc le dernier event. Donc, nous, on a eu l'occasion de te rencontrer en début d'année et de faire affaire ensemble, entre guillemets. Et c'est vrai que tu venais de remporter l'Atlas en plus juste à ce moment-là. Derrière, donc, il y a eu la Traca où tu nous as fait la kill cam de l'année sur la fin. Voilà. Et ensuite, forcément, l'Unbound avec les péripéties qu'on a connues et la Tour Divide. Et c'est un point de vue très personnel. Après, la Tour Divide, tu as pris vraiment un step là, en plus là-dessus, juste déjà avec le temps que tu as mis, parce que forcément, alors, pour ceux qui ne comprennent pas, il a mis 600 km au deuxième, qui sur une course de 11 jours commence à se voir. Et surtout, la stratégie que tu as adoptée vraiment de dormir, de prendre le temps, et puis aussi le pari de rouler avec cette magnifique machine qui n'est pas un VTT. Normalement, sur la Tour Divide, on est d'accord que c'est ce qui part en premier. Est-ce que tu peux nous dire justement sur la partie tech, alors forcément tu étais avec Factor à ce moment-là déjà, mais qu'est-ce qui fait que sur la tour, tu as dit je ne prends pas de VTT et je vais foncer? En fait, j'ai discuté avec un coureur qui avait fait la Tour Divide l'année dernière, qui s'appelle Sébastien Miez, et lui, dans un podcast, il racontait que la Tour Divide, c'était pas forcément la course la plus difficile en termes techniques, en termes de rugosité du terrain, et qui, s'il la faisait encore, il aurait peut-être pris un VTT, pas un VTT, peut-être un gravel monster cross comme on l'appelle, sans suspension. Et du coup, en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis posé des questions parce que Factor lançait le nouveau Sarana avec la possibilité de monter des pneus jusqu'à 2.2, même j'en ai monté en 2.3 et ça passait aussi. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ça peut le faire. Et du coup, j'ai appelé Sébastien et il m'a confirmé que il ne le recommanderait pas à n'importe qui. Si quelqu'un n'est pas trop à l'aise techniquement, c'est sûr qu'un VTT, ça pardonne peut-être beaucoup plus. Mais pour quelqu'un qui pratique l'ultra de haut niveau, comme je peux le faire, ça peut être intéressant. Et donc, pour moi, c'était aussi intéressant parce qu'en termes d'aérodynamisme, c'est beaucoup mieux. En termes de légèreté, c'est beaucoup plus léger.
Du coup, je me suis dit, ça peut peut-être le faire. Et puis même au niveau confort, je ne suis pas quelqu'un qui craint beaucoup. Donc, je me suis dit, ça peut être peut-être une bonne solution, en tout cas un bon pari. Et donc, c'est pour ça que je suis parti comme ça. J'avais quand même des pneus super larges. Si je partais avec un gravel qui n'acceptait que des pneus en 45 ou en 50, ça aurait été compliqué. C'est pour ça que j'ai pas mis de fourche suspendue à l'avant. J'avais la possibilité, mais en fait, je pouvais mettre que du 50 si j'en mettais une. Et donc, pour moi, puis la RockShox, c'est 3 cm de débattement, c'est ça en plus. ça. Donc, comparé à des pneus avec basse pression, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà. Donc, j'ai préféré partir c'est ça, avec des pneus plus larges et où on peut mettre moins de pression. Et finalement, j'ai pas eu de soucis de douleur. Même, je suis ressorti encore mieux que sur la course de la TCR où j'avais eu des problèmes au nerf ulnaire. Où je rentre à chaque fois avec ma main où je la sens plus. Pas, ouais. Et là, en fait, j'avais aussi des gants différents. Donc là, finalement, j'arrive impeccable au niveau du corps. J'ai pas pris trop cher, mis à part des brûlures, mais ça, c'est pas dû au vélo. Donc voilà pourquoi je suis parti avec celui-là. En plus, je pouvais mettre une cassette de 10-52. Donc, pour aborder un petit peu le côté transmission, effectivement, tu faisais le choix donc d'arriver sur le 10-52 pour ça, évidemment, forcément vu les D+, que tu avais. Et j'imagine que c'est ça qui avait motivé ton choix de monter ça sur le vélo à ce moment-là. Ouais. Par rapport à une 1046 Explore comme tu as là actuellement, j'imagine que c'est ce qui te motive ça. En fait, l'année dernière, je roulais avec une 1052 sur toutes mes courses gravel. Et en fait, j'ai pas besoin d'avoir un étagement super proche entre les pignons. Du coup, en gravel, on est tout. On n'a pas besoin de ce niveau de sensibilité. On mouline. On mouline, on fait ce qu'on peut en fait. On mouline même pas. Moi, j'étais plus à la fin. Je pense qu'à la fin de la course, j'étais plus autour des 50-60 de cadence. Donc voilà. Et puis même, j'ai monté un 40 à l'avant. Qui était quand même un peu ambitieux, mais finalement, ça l'a fait. Vu que je dormais beaucoup, en fait, j'avais plus d'énergie et donc je pouvais me permettre de pousser un peu plus fort dans les montées. Ouais. Sur le côté choix de transmission, je vois aussi effectivement que tu changes régulièrement selon les courses, etc. Donc qu'est-ce qui fait que tu choisis l'une plutôt que l'autre? Parce que pour rentrer vraiment dans le détail, parce que sinon le côté tech aussi. Et tu montes des fois à la Raid dans Explore 13, tu montes des fois à la T-Type. C'est quoi tes critères dans ces cas-là de sélection? C'est vraiment ton parcours par rapport à ce que tu as repéré ou c'est l'anticipation? Des fois, c'est peut-être plus au niveau de la durée de la course. En fait, les tracas, les unbound, c'est presque des courses courtes en fait. Pour moi, c'est des courses où, surtout unbound, où en fait on est en peloton et en fait, il y a aussi du placement, etc. Donc, là, je préfère avoir plus cette sensibilité au niveau de l'étagement de ma cassette. Et puis, souvent, j'ai aussi plus de force et j'ai moins besoin d'avoir une grosse cassette et plus un développement plus facile. Donc c'est plus ça qui change sur un peu. le choix. Ok, ça marche, impeccable. Revenir un petit peu sur la partie transmission. Donc forcément, via ce que nous on fait, ça va être une question de gains marginaux. Sans rentrer encore dans le détail, à quel moment tu considères sur une course que les petits gains marginaux que tu vas chercher sur ton vélo, que ce soit mécanique, aéro ou autre, ils sont importants à ton niveau d'excellence, entre guillemets, sur les courses? Parce qu'on parle de courses qui durent 10-11 jours. Et je pense que le commun des mortels dirait où est-ce que tu vas aller chercher 2-3 watts par-ci par-là ou parler aéro sur une course de 11 jours. Qu'est-ce qui, toi, te fait penser le contraire et considérer que c'est important par rapport aussi à la concurrence, évidemment?
Moi j'aurais tendance à dire que c'est même plus important que sur des courses plus courtes. Parce qu'en fait, ces gains marginaux sur 4 heures de course, ça va pas faire énormément de temps, même si aujourd'hui, sur le Tour de France, peut-être pas entre Pogacar et les autres, mais entre deux coureurs du top 10, je pense que ça peut jouer. Mais en fait, plus la course est longue, plus ces gains marginaux ont de l'importance, je pense. Et surtout sur des courses où nous, on est contre la montre, quoi. On n'a pas de. À part sur Unbound, mais sur les autres courses, en fait, on est tout seul. Donc là, l'aéro compte beaucoup. En tout cas, moi, je l'ai vu, je l'ai ressenti parce que on se croise et parfois, on peut aussi croiser aussi les watts qu'on fait sur Strava après coup. Et moi, je me suis rendu compte que je poussais moins de watts que certains parce que j'avais une position peut-être plus agressive, parce que j'avais aussi des composants, je wax ma chaîne, j'ai aussi les galets cycling céramique, donc je pousse quand même, je fais attention à tout ça, que certains ne font pas attention. Je fais attention aussi à mes pneus, savoir qu'est-ce qui est le plus rapide aujourd'hui, entre du 45 ou du 50, selon le type de course, parce que des fois, comme la Traca, il y a une grosse proportion de route, donc il faut choisir le juste milieu être bien sur le gravel, mais aussi avoir un vélo rapide sur la route. Et puis aussi la position qui est important, aussi le placement des sacoches. Je fais attention à que ce soit bien dans la ligne et qu'il n'y ait pas une sacoche de cintre qui vienne. Oui, la sacoche de cintre sur de la course, on est Voilà. d'accord qu'on va Mais laisser tomber. on le voit beaucoup. On le voit beaucoup en ultra. Et ça fait une différence énorme pour moi de ne pas l'avoir. Peut-être des coureurs qui n'ont pas forcément la même philosophie, et puis où leur but est peut-être de finir, mais pas de gagner en eux-mêmes. C'est peut-être qu'ils ont une autre approche là-dessus, je suppose. Même pas. Je vois des gens qui veulent gagner, mais qui n'ont pas conscience de l'importance de l'aérodynamisme. Et je pense que c'est un manque peut-être de culture, ou je sais pas, ils s'y sont pas intéressés, ou ils n'y croient pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'y crois beaucoup, et encore plus après la Tour Divide, où je pense que ça fait une grosse différence. On a une impression aussi quand on t'entend que le but n'est pas simplement d'être plus rapide que les autres, mais surtout d'être plus frais que les autres. Aussi. C'est une vue à titre personnel, quand je t'ai suivi sur la Tour Divide, comme on disait tout à l'heure en off, où tu as fini plus frais qu'une AMR, par exemple. Les conditions étaient les mêmes, pas les mêmes, je veux dire, mais beaucoup plus longs. Et on sentait que tu étais moins physiquement atteint par la course qu'à l'AMR. Alors effectivement, il y a des choses qui se sont mises en place depuis. C'est en VTT, là, tu as le Sarana qui est une machine de guerre aussi pour rouler. Donc j'imagine qu'il y a un tout là-dessus. Mais à t'entendre, on pense vraiment que c'est le but premier aussi en ultra, c'est juste en garder sous le pied, quoi. Oui, et avoir un peu cette approche conservatrice, surtout sur une course de plus de 10 jours, comme la Tour Divide, c'est hyper important. En fait, souvent, il y en a qui partent le premier jour et en fait, ils font comme si la course s'arrêtait au bout de 24 heures et qu'ils ne pensent pas forcément à l'après, au 9e jour où là, on récolte tout ce qu'on a semé depuis le début. Et ouais, il faut essayer d'anticiper en fait et ne pas aller. Souvent, j'entends des gens qui disent moi, je prends un bivy pour dormir dehors parce que en fait, quand je suis cramé, quand j'avance plus, quand je commence à m'endormir, et là, je m'arrête et je dors. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il faut s'arrêter avant de ressentir avant d'être cramé, quoi. Avant d'être cramé, avant de s'épuiser totalement. Parce que là, on ne va pas piocher dans nos réserves énergétiques comme on le ferait si on était cramé. Là, je pense qu'il faut mieux l'anticiper, se faire vraiment dormir toujours aux mêmes heures,
dans un endroit au sec, si possible à l'hôtel. Pour moi, au bout de 11 jours, là, on ressent vraiment l'effet. Et sur l'AMR, en fait, j'avais pas trop. Mais en fait, c'est difficile de le faire parce que la course est beaucoup plus courte, parce que y a moins de possibilités de dormir à l'intérieur. On dort pas aussi bien, on prend pas de douche. Et en fait, c'est pas uniquement dormir, c'est aussi prendre soin de son corps, se soigner le soir, prendre une vraie douche, laver ses affaires. Finalement, tout ça, ça fait la différence, mais des fois, c'est pas possible. Un certain confort, entre guillemets, Ouais. relatif évidemment, mais oui, qui te permet aussi d'être serein, parce que j'imagine que passer le 9e jour, tu as une énorme partie de mental aussi qui doit jouer, je pense. Ouais, mais si tu as fait le job avant, au niveau récupération, niveau nourriture aussi, la nourriture, ça compte beaucoup. Si on mange assez, si on mange bien, si on réfléchit vraiment à ce qu'on mange, ça peut faire une vraie différence. Et ouais. Tu as un régime alimentaire pré- et post-course un petit peu, ou tu prépares ton Ouais. régime alimentaire que pour la course, en gros Je fais attention, je sais, j'ai en tête ce à quoi je dois faire attention au niveau protéines, glucides et puis même lipides, c'est important. Avant la course, je sais que je fais du carb loading, quand on l'appelle, où on évite toutes les fibres et on mange beaucoup de glucides, vraiment simple. Et puis après, pendant la course, là, on fait aussi un peu ce qu'on peut. Les premières 24 heures, on peut le gérer avec ce qu'on... Enfin, on peut l'apporter. Mais après les premières 24 heures, là, il faut se concentrer sur des aliments simples. Là, pour ce qui était glucides, sur le vélo, je prenais des Skittles. Ça, je m'en suis rendu compte au bout de quelques jours que c'était ce qui me convenait le mieux. Parce que d'habitude, je prends des Haribo, mais là, c'était... J'en avais pas envie. Il faut aussi avoir du plaisir dans ce qu'on mange parce que c'est plus facile. Après, j'avais pour ce qui était protéines, lipides, les barres Clif qui étaient vraiment bien riches. Et aussi aux États-Unis, on peut en trouver beaucoup dans toutes les épiceries, les gas stations. Donc c'était très facile. Et puis aussi, il ne faut pas oublier aussi le sel, des électrolytes. Là, je prenais de la Gatorade parce que il y avait aussi des glucides et il y avait aussi du sodium. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. J'ai été accompagné par une nutritionniste dans la saison qui m'a vraiment aiguillé sur qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans un ultra. Oui, Donc, puis j'imagine qu'entre le 4400 de la Tour et puis le 560 d'une Traca, tu c'est vas pas pas pareil. dépenser pareil. Non, c'est pas pareil. Et puis la Traca, on peut apporter tout pour 24 heures. Alors que là, tu fais, comme tu disais sur le débrief que tu avais fait dans Grinta, Ouais. on va en reparler après, mais effectivement, c'est tes premières 24 heures, tu sais ce que tu emmènes et puis tu pars avec 24 heures, puis après, ça va être sur place. Ouais. Mais dans mon souvenir, tu avais bien planifié tout, où est-ce que tu allais t'arrêter et tout. Oui, je planifie, mais aussi j'adapte. Faut être adaptable aussi pendant la course. S'il y a des choses qui vont pas, ou s'il y a des choses qui te paraissent meilleures pendant la course, je me suis beaucoup adapté parce que je connaissais pas du tout les États-Unis, je savais pas quoi trouver, et finalement, au fur et à mesure des jours, je me suis calé et j'avais une meilleure approche à la fin de la course qu'au début. Mais J'imagine que si on suit le plan avec des œillères, on va passer à côté Non. de quelque chose où il faut une adaptabilité effectivement. oui, c'est super important. Il faut être souple, j'imagine. Ouais, c'est super important. Ok. Ouais, Sinon, on déraille complet, c'est sûr. Ouais, et puis et puis ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'est bien préparé physiquement, tu tiens plus longtemps et donc tu n'arrives pas encore au moment où tu vas tout finir au mental, quoi. C'est ça. Effectivement. Mais j'ai toujours souvenir effectivement de l'arrivée de l'AMR cette année, Ouais. où il y avait le live, j'étais devant le live, et on te voyait déambuler devant l'hôtel, récupérer ton dernier tampon et tout. Et tu savais plus où t'étais, c'était impressionnant. Ouais, là j'ai vraiment puisé, parce que l'AMR c'est quand même une course qui est, on va dire, courte. En fait, c'est entre le très court comme la Traca, où là il n'y a pas de sommeil.
Ce genre de course que j'ai fait comme la Tour Divide où là on peut avoir un vrai rythme et c'est plus facile. Enfin, moi je trouve que c'est plus facile que l'AMR en termes de ressenti parce qu'on n'est jamais. Enfin, vu comme je vis moi avec beaucoup de sommeil, etc., je ne suis jamais dans le dur, j'ai jamais envie de dormir. Je suis bien, c'est juste, ouais, bon, c'est un peu long, c'est juste ça. Mais sur l'AMR, par contre, là, c'est une distance un peu bâtard entre les deux, où tu dors, mais pas trop non plus, Les autres, ils vont pas dormir non plus. parce que eux, ils dorment pas. Mais d'un autre côté, à la fin de la course, en fait, on est trop serré. Et donc, c'est celui qui dort le moins possible. Mais il faut aussi prendre des bonnes décisions parce que, en fait, tout le monde peut exploser à tout moment, en fait, avec le sommeil. Celui qui était devant toi à un moment donné, il a explosé. Et Ouais. dans mon souvenir, c'est t'as vu qu'il suivait pas une relance, t'as compris que c'était réglé. En fait, Ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, on s'est retrouvé au même endroit dans du sable, une grosse partie sableuse qui durait 14 km, mais horrible. Donc c'était du vrai sable. Donc là fallait diminuer la pression au max pour pouvoir rouler dedans. Et puis en fait, en sortant, lui, il allait beaucoup plus vite que moi parce que moi, j'ai tardé à baisser la pression. Puis j'étais un peu dans le mal. Et puis du coup, il est passé. Et je ne l'ai pas vu, mais il s'est arrêté dormir, faire une sieste de 30 minutes parce que lui, il dormait vraiment pas beaucoup pendant la course. Et du coup, j'ai dépassé. Là, j'ai pris la tête. Et en fait, je commençais à mon tour à m'endormir sur le vélo. Et du coup, lui, moi, je faisais des pauses de 5 minutes tout le temps parce que je pensais que voilà, ça allait me relancer et je voulais ne pas dormir dans mon plan. Et puis, du coup, lui, il est revenu petit à petit. Et du coup, là, j'ai dû prendre une décision. Je suis en tête, mais je n'avancerai pas comme ça jusqu'au bout parce que j'avais vu aussi que j'allais finir en fin d'après-midi. Donc, si je fais une journée comme ça, ça va être fini. Donc là, j'ai décidé de m'arrêter, de prendre le risque de m'arrêter pendant 1 heure et demie et de dormir dehors. Et voilà, prier que ça le fasse, que ça me récupère de l'énergie, que je puisse le redoubler dans la journée. Et donc lui m'a repassé devant. Et puis là, d'un coup, il a explosé complet. Il s'est arrêté au bord de la route et puis il n'avançait plus. Et là, j'ai pu repasser devant lui. Mais voilà, c'est des décisions à prendre qui ne sont pas faciles sur le moment. Il faut avoir la lucidité de se dire, ok, tu vas risquer de te faire rattraper, mais c'est peut-être un pari sur le futur. C'est sûr que ouais, quand il se passe ça en pleine nuit, c'est dur de prendre cette décision parce que ouais, mentalement, on est un peu... C'est l'adaptabilité dont tu parlais juste avant, effectivement, sur le fait de faire des choix et de les changer en besoin en fonction de ce qui va se passer. Mais je pense que voilà, j'ai un peu trop tardé à faire ce choix. Mais voilà, heureusement, ça l'a fait. Mais... Ouais, sans regret derrière quand même. Mais sans regret, mais ouais, j'ai fini quand même assez mal. J'étais bien usé. J'étais bien usé. Ouais, je regarde les photos encore et des fois, je me reconnaissais même pas. Tu m'étonnes. Ouais. C'était surtout, il n'arrêtait pas de te poser des questions au genre, à l'arrivée. Je dis, mais laissez-le aller dormir en fait. Ouais. Là, il faut qu'il se pose. Je me souviens que j'étais en train de C'était m'endormir sur le siège. C'était drôle. On parlait en off du post-course du coup tout à l'heure et il y avait un point qui était intéressant. Tu disais le sommeil n'est pas encore revenu. Qu'est-ce qui se crée comme décalage en fait entre la course, ou peut-être ton rythme de sommeil, et puis là revenir à la réalité entre guillemets, et qui fait que tu as un rythme de vie qui n'est pas encore revenu ou qui a du mal à se remettre en route? Est-ce que tu es encore dans ta course ou c'est... C'est vraiment difficile. Les retours de course, surtout quand ça dure plus de 10 jours, on est dans un rythme qui nous déconnecte complètement de la réalité. On est dans notre propre monde où voilà, on a le temps de bien penser pendant la course. Moi, c'est plus mentalement que c'est difficile parce que j'ai une vision qui est complètement différente d'avant la course.
sur ma vie, je sens que ouais, y a des choses qui bougent un peu dans ma tête. Mais bon, c'est le don de ce genre de course moi, depuis que j'en fais, depuis la Northscape, depuis les 2 TCR que j'ai fait, à chaque fois, je rentre vraiment différent, comme si j'avais évolué de presque 2 ans. Ouais, c'est assez. Ça bouscule. Après, pour le sommeil, voilà, on a dormi beaucoup moins que ce qu'on devait et il faut récupérer ces heures de sommeil. Et je sens que j'ai besoin de ne pas dormir 8 heures. 8 heures, c'est trop court pour moi. Là, j'ai besoin de faire des nuits de 10 heures. Et, ouais, là, je ne les ai pas encore fait. Je les ai pas encore fait et je sens que ouais, ça commence à me peser. Et il faut vraiment en prendre compte et faire le maximum si on veut aussi durer dans le temps. Et si je veux faire une belle course aussi fin d'année sur Badlands, va falloir prendre ça en considération. Tu as Badlands effectivement dans quelques semaines quand on enregistre. Ouais. Donc après, tu auras fini ta saison. Donc cette année, si on résume, tu auras fait 5 majeurs. Comment tu choisis dans le monde de l'ultra, alors pas forcément lesquels tu vas faire, mais déjà le rythme que tu vas t'imposer ou la durée de ta saison. Qu'est-ce qui fait que là, par exemple, prenons 2026, c'est en plus une année où tu passes vraiment dans un autre monde, comment tu as décidé que tu ferais telle ou telle course au coup de cœur ou vraiment à des envies particulières? Moi, j'ai un plan de carrière, on va dire, dans ma tête. Après avoir fait des courses sur route avec la transcontinentale que je voulais absolument gagner, et en fait, je me suis dit, ok, tu as gagné la plus belle course sur route qui existe dans le monde de l'ultra. Et donc, la suite logique, c'était l'off-road. Ça m'attirait beaucoup parce que j'aime bien aussi rechercher de la difficulté. J'aime bien aussi voir des beaux paysages et me sentir vraiment. C'est ça, se sentir libre en fait et d'être dans des coins sauvages. C'est ça qui me fait aussi vibrer et ça, c'était quelque chose qui me donnait beaucoup envie parce que j'ai vu beaucoup de photos, beaucoup de vidéos là-dessus. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus. Au début, j'hésitais un peu sur quelle course je voulais faire. Il y avait plusieurs... je sais que je veux faire une longue course par an. Longue course aux alentours de 10 jours. Donc, j'avais plusieurs idées. J'avais la Silk Road. Mais je m'étais dit, c'est quand même assez hard pour une première année off-road. C'est quand même la plus difficile, peut-être la plus sauvage, donc je me suis dit ouf. Oui, sur la Mountain Race, la Silk, c'est vraiment le monument, on va dire. Ouais. Donc je m'étais dit, il y a l'Atlas Mountain Race. En fait, c'est une belle course pour se mettre le pied à l'étrier parce que c'est une mountain race, parce que du coup, ce serait une première course pour apprendre un petit peu le VTT, ses spécificités, le manque de possibilités de ravitailler, aussi de dormir au sec. Du coup, c'était une bonne entrée en matière. Et puis après, il y avait le gros objectif qui restait à trouver. Et puis, vu que c'est vraiment en signant chez Factor que je me suis tourné vers la Tour Divide. La Tour Divide, c'était presque l'apothéose pour moi parce que c'est l'une des plus grandes courses VTT, la plus longue. À titre personnel, la Tour Divide, c'est la course. Mais ça, c'est un avis personnel. Ouais. C'est celle que je suis tous les ans et qui est pour moi le monument absolu. Exact. Qui a une aura énorme en fait. Voilà. Donc pour moi, je voulais la faire absolument, mais je m'étais plus dit en mode, ce serait peut-être la plus grande à gagner, donc la mettre vraiment à la fin, quand j'aurais gagné celle d'avant. Mais en fait, quand j'ai signé chez Factor, je me suis dit, ils voudraient que j'aille sur Unbound XL.
Et vu que je comptais pas trop aller aux États-Unis tous les ans, je me suis dit pourquoi pas du coup faire une pierre deux coups et faire aussi la Tour Divide. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fait, que j'ai choisi la Tour Divide. Et puis sinon, il y avait la Traca qui est aussi important pour mes sponsors. Et puis Badlands, je voulais la faire parce que l'année dernière, je l'avais fait en duo et j'avais trop aimé. C'était vraiment une course avec des paysages qui m'ont beaucoup marqué, avec ce désert de Gorafé. En fait, je savais même pas qu'il y avait ça en Europe et c'était chouette. Donc je voulais la faire en solo, me tester dessus. Donc voilà comment j'ai choisi. Après, c'est ça, je me mets une grande course longue de 10 jours et puis autour, quelques petites courses, mais surtout laisser de l'espace quand même entre la grosse course et d'autres objectifs. Parce que je sais que l'année dernière, j'avais un peu trop poussé après la transcontinentale. C'est un truc. Oui, j'étais un peu. La transcontinentale, en fait, je suis arrivé et j'étais vraiment fatigué mentalement. J'avais même plus envie de faire des nuits sur le vélo. Pour moi, c'était trop de souffrance et vraiment j'étais fatigué. Et du coup, j'avais fait la Badlands où j'avais tiré dessus et ensuite j'ai refait Gravel Fever où j'ai retiré dessus. Et je suis vraiment arrivé fatigué de la saison et je l'ai traîné un peu cette fatigue jusqu'à tout l'hiver. Et donc c'est des schémas que j'ai pas trop envie de refaire. Et donc on apprend chaque année. Et là, je pense que j'ai trouvé un bon rythme. Après, il y avait la tentation de faire la Taurus en fin d'année. Mais là, j'ai dit Ça fait beaucoup après. stop. Stop, on arrête, on se repose. C'est vrai que et on reprépare l'année 2027. C'est vrai que le choix d'un grand majeur par an, une longue course, c'est plutôt judicieux. Puis après, tu fais en fonction de soit des sponsors s'ils souhaitent, soit des coups de cœur aussi, j'imagine. Ouais. Sans forcément réfléchir très longtemps, mais tu as des courses là en tête que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore faites? Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'Atlas Mountain Race. Pas que pour la course, pas parce que j'ai gagné ou quoi. C'est vraiment, je trouve, une organisation qui me touche beaucoup parce que Nelson, ça se voit qu'il donne beaucoup de lui et qu'il fait tout pour nous faciliter aussi. Par exemple, il y a un déplacement des bagages du départ jusqu'à l'arrivée. Il réfléchit beaucoup aussi à nous rendre aussi la course, l'avant-course et l'après-course facile. Au confort d'avant, après-course, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est très familial. En fait, c'est ses parents qui l'aident aussi. Je vois que il y a de belles valeurs et c'est pour ça que j'ai envie d'explorer un peu toutes ces courses, surtout qu'il choisit des lieux souvent assez superbes. J'aimerais beaucoup faire la Hellenic, la Silk Road, ça c'est vraiment mon gros prochain objectif. Et puis la Taurus aussi, elle n'a pas encore eu lieu, donc on ne sait pas encore comment c'est, mais c'est sûr que... Vu l'organisation à la base du Moustique, ça devrait va être chouette. Ouais. Ça peut être une idée de faire les 4 dans l'année, mais après, c'est plus des petites courses là. Non, c'est plus des petites courses. Après, t'as pas les longueurs non plus de la. Elles sont quand même bien espacées. Voilà. Après, là, l'Atlas a été déplacé en mars, donc il y a un peu moins de récupération entre l'Atlas et la Hellenic, mais ça reste quand même 2 mois. Donc pour moi, ça te laisse c'est possible. Oui, ça peut se faire. Probable impasse sur la Traca ou dans ces cas-là, mais j'imagine que ça ferait beaucoup. Quoi. La Traca ne font plus de 500. Oui. Donc il y aura un peu moins d'intérêt pour moi. Et puis si la Traca fait un 360, c'est beaucoup plus facile de récupérer qu'un 500. Donc bon, ça peut être possible. Après, la question se pose plutôt pour Unbound XL que j'aimerais bien refaire parce que... Oui, tu as une petite revanche à prendre. Ouais, j'ai une petite revanche à prendre. Donc c'est surtout celle-là avec la Hellenic qui sont quasiment sur les mêmes dates. Donc voilà, je vais réfléchir
Oui, j'imagine, quoi. avec Factor. Ouais, qu'on suivait ça un petit peu et ton acolyte, le thé, me donnait les nouvelles pendant. Et puis effectivement, quand j'ai besoin de nouvelles de toi sur une course, je demande à Timothée. Comme ça, c'est pratique. C'est gentil. Et puis on se tient au courant comme ça. Et puis il m'avait tout de suite dit, il a pris le peanut butter, il Ouais. préfère s'arrêter. Et puis et totalement compréhensif quand on voit ce que tu as pris. Oui, sur le vélo. bah là, je vois déjà, je vois encore mon vélo qui a bien pris cher au niveau des pneus, avec la boue qui commençait à bien, Ouais, sur les... ouais, qui commençait bien à creuser. Donc Oui, il voilà, fallait dire ouais, stop. il a fallu se prendre une décision. Est-ce que j'allais continuer comme ça, alors que je gérais pas trop bien le peanut butter. Je suis un peu, ouais, j'ai un peu trop tapé dedans. Donc je me suis dit, j'ai le temps quand même. Je suis encore jeune, c'est pas comme si je n'aurais plus la possibilité de revenir. Et Oui. en fait, je prends ça aussi comme une leçon. Ok, ça s'est mal passé. Je sais maintenant comment réagir, comment me préparer à ça. Et donc, je reviendrai. Et c'est même très humble de ta part de savoir reprendre de tes erreurs et puis revenir encore plus fort, évidemment, derrière. Donc, à Voilà. mon sens, c'est une grande maturité de se dire là, c'était une bêtise, je saurai pour la prochaine fois. Et puis, là. Et puis comme tu disais tout à l'heure, tu as un plan de carrière. Déjà, dans ton plan de carrière, il y avait le monument de la Tour Divide que tu as plié dès la première fois. Donc, voilà. Oui, C'est... oui, c'est ça. Et c'est une course. Aussi, j'avais besoin aussi d'avoir un échec, je pense. En fait, le fait de gagner en fait, c'était depuis la Traca de l'année dernière où je gagnais toutes mes courses solo. Je gagnais et paradoxalement, ça m'atteignait un petit peu parce que ça renforçait aussi ma peur de perdre et de décevoir. Et donc, en fait, d'abandonner, d'avoir cet échec, ça m'a un peu déchargé aussi de pression. Et ça m'a aussi aidé d'un autre côté pour la Tour Divide de me dire que en fait, mes partenaires, en fait, ils sont OK aussi avec l'échec et ils sont derrière moi. Et ça, ouais, c'est génial. On ne vient pas te voir que pour tes victoires, mais aussi pour le personnage, forcément. Parce que les contacts qu'on a eu nous jusqu'à maintenant, c'est toujours un plaisir. Donc, et puis chez Cycling Ceramic, ça me fait vraiment plaisir de suivre les athlètes et puis d'aller aux nouvelles, même si j'ai des fois rien à leur annoncer ou à leur demander, mais juste savoir comment ils vont. Moi, je considère que c'est important, c'est un relationnel humain. Exact. Et je pense que je ne suis pas le seul à le faire, parce que tu as quand même pas mal de sponsors cette année, prestigieux. Et ça fait très plaisir d'être dans ton équipe en tout cas, et puis de suivre, parce que on a à peu près la même philosophie de ce qu'on veut montrer sur l'ultra. Nous, on sait que dans la marque, on n'est pas forcément très implanté dans ce monde-là, alors qu'il y a vraiment un intérêt à le faire. Donc, on sait que c'est un sujet important pour nous, donc au contraire. Mais je note le projet éventuel de tous les mountains. Comme fait Cynthia cette année, quoi. Exact. Ouais. C'est peut-être un chouette... Ce serait vraiment chouette. Et puis après, j'ai d'autres idées. Moi, j'aimerais beaucoup faire un jour le tour du monde, le record du tour du monde, comme Laëlle Wilcox. Tu sais qu'elle a abandonné à 50 km d'ici. Hein. J'ai vu. Ouais. Ça a été vraiment dur pour elle. Elle est tombée sur la pire semaine en France au niveau canicule, ça se comprend. Puis la connaissant, pour la faire arrêter avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a enduré, c'est que c'était vraiment difficile pour elle. Et je crois qu'elle était même malade, donc la combinaison des deux... ça aide pas, effectivement. Mais en tout cas, c'est super inspirant. Moi, je m'inspire beaucoup d'elle aussi pour comment elle a monté son projet et tout ce qu'elle a. Parce qu'elle a aussi... elle est aussi allée chercher les gains marginaux. Voilà, elle s'est coupé les cheveux aussi. Oui, j'ai vu ça. Donc ça, c'était un peu drôle, mais elle a vraiment poussé le truc niveau soufflerie, etc. Donc non, c'est super
super intéressant. Elle a une belle approche. Là, elle fait partie des personnes qu'on adorerait avoir avec nous parce que humainement, c'est une personne Ah oui. comme toi, comme Cynthia. On partage des valeurs communes. On adorerait, un jour peut-être. Ouais. On ne sait jamais. Ouais, elle forme un beau duo aussi avec Roux. Sa femme, non, elle est géniale. Bon, je pense qu'elle retentera. Ça lui ressemble pas trop oui, elle va retenter. de rester sur un échec. C'est sûr que là, elle est arrivée la pire semaine où il y avait des nuits qui étaient beaucoup trop chaudes et elle ne pouvait pas se reposer sereinement. C'était pas possible dans son planning. Ça, elle ne pouvait pas le prévoir, ça. Ouais. Donc, malheureusement. Mais oui. Mais bon. Sujet suivant, j'aimerais qu'on aborde un petit truc. Alors, c'est pas forcément sur la course en elle-même, mais il y a Grinta. Raconte-moi ça, du coup. Bah, avec mon acolyte un peu de toujours, Timothée, et voilà, ça faisait. En fait, on était en master ensemble, même en licence ensemble, mais c'était pendant le Covid. On avait fait même un projet ensemble alors qu'on ne se connaissait pas. Et avec lui, ça a bien matché. Il faisait pas beaucoup de vélo à la base. Et en fait, il s'est mis petit à petit, en me regardant faire, il s'est acheté un gravel. Et après, petit à petit, il s'est mis à la route. Et puis, il a voulu voir un petit peu ce que je ressentais en ultra. Et puis, il s'est mis du coup à l'ultra. Il a fait la Desertus Bicus, la French Road. Super perf pour une première Top en 10 ultra. sur une Desertus la première fois. Mais il est impressionnant parce que il s'y est mis vraiment il y a à peine 2 ans et il s'est mis à fond. Il a une motivation assez incroyable. Il a fait un hiver d'entraînement parce que je l'entraîne aussi où il a été hyper sérieux et finalement on montre que en étant sérieux on peut faire de belles choses et c'est un petit peu ce qu'on veut retransmettre avec Grinta, c'est qu'on aimerait rendre l'ultra le plus accessible possible. Et en fait, on a 2 profils assez différents. Avant l'ultra, moi je venais de la compétition. Lui, il venait juste de se mettre au vélo. Et en fait, on aime bien nos 2 profils parce que Timothée, lui, du coup, il est un peu néo-pratiquant et il sait un peu ce qu'est de se mettre à l'ultra, les problématiques qu'on y retrouve. Et du coup, il sait parler aux néo-pratiquants avec qui on veut parler, mais aussi on veut parler aussi aux plus experts, comme je peux avoir ce profil. Mais du coup, c'est hyper intéressant et on a plein de projets. Là, pour l'instant, c'est des podcasts. On n'a pas pu en faire autant qu'on le voulait parce qu'avec la saison, etc., c'était un peu compliqué. Ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Mais on aimerait faire des podcasts. Là, on avait une idée de faire un podcast sur comment se préparer pour sa première longue distance autour de 200 km. Et donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on aimerait faire. Là, on a fait des interviews après Ultra sur la Desertus Bicus, sur l'Atlas Mountain Race, sur la Tour Divide. Mais ouais, on aimerait parler plus à ceux qui veulent s'y mettre, qui hésitent, qui se disent c'est trop difficile ou c'est inaccessible pour moi. Et c'est pour ça que l'exemple de Timothée est je pense, inspirant. C'est la preuve, effectivement, que tu peux démarrer, pas en peu de temps, mais avec une rigueur et puis une envie, tu peux le faire, effectivement. Bien sûr. C'est pas forcément facile de se dire que tu veux toucher un public aussi large et en même temps expert dans le domaine. Et nous, les premiers aussi, c'est quand tu veux vraiment t'adresser un peu à tout le monde, aller sur les sujets de discussion où tu vas pas perdre les gens, mais où tu vas aussi pouvoir captiver l'expert. On est toujours sur des chemins un peu ténus là-dessus. Hein. C'est vrai que c'est difficile parce que tu peux vite te donner une image de soit expert, soit pour les débutants. Et après, c'est difficile de parler aux deux. Mais voilà, on est toujours en train de réfléchir à
à l'orientation qu'on veut donner à Grinta. Après, voilà, on aimerait aussi pouvoir organiser des stages pour pouvoir partager notre expérience avec les gens et leur proposer aussi des expériences qu'on peut vivre à travers l'ultra. Donc voilà, c'est toujours un projet qui évolue, mais en tout cas, voilà. C'est venu comme ça, du jour au lendemain, de se dire, ah, si on lançait pas un podcast, mais un support permettant de mettre en avant vraiment notre monde de l'ultra pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est venu du jour au lendemain. Oui, après, on a essayé de tâter un petit peu le terrain. De base, c'était vraiment pour proposer des stages qu'on voulait faire ça. Mais après, le podcast, c'est une belle aussi mise en avant de ce qu'on veut proposer, de notre idée, de notre philosophie. Et ouais, voilà. Oui, c'est un peu comme même nous maintenant quand on fait l'atelier ici, où le but est de passer un bon moment avec les personnes qu'on apprécie aussi forcément, et puis de montrer ce qui nous anime aussi au quotidien, que ce soit par des fournisseurs, des gens avec qui on travaille, des athlètes ou autres, et où on essaie un petit peu de partager les valeurs qu'on peut avoir. On est effectivement sur le même type de sujet, d'envie en tout cas. Et puis je sais pas toi quand tu le fais, mais en tout cas je trouve que ça se voit quand tu fais les podcasts, où moi j'adore faire ça, parce que c'est des échanges sur des sujets intéressants où tu peux aller creuser plus loin et prendre le temps de le faire. Ça, c'est quand même assez énorme. Et puis, on aimerait aussi pouvoir aussi informer aussi. Parce que, comme je l'ai dit, depuis de longues années, on a dit que pour performer en ultra, il ne fallait pas dormir. T'en es la preuve inverse. Ouais, j'en suis la preuve inverse, mais on veut vraiment aussi promouvoir un ultra beaucoup plus sain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pense important, plus sain au niveau du sommeil, mais plus sain aussi au niveau de l'automédicalisation qu'on retrouve de plus en plus dans l'ultra et qui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment changer. J'avais retrouvé du tramadol par terre sur Badlands et je vois beaucoup qui utilisent des Doliprane dans leur plan de nutrition. Je pense que c'est des choses qu'il faut où il faut faire de la prévention pour dire que c'est pas normal. Ça peut être vraiment dangereux pour le corps. Si on commence à masquer les signes que nous donne notre corps, ça peut vraiment aggraver, aller vers des problèmes, des blessures, des choses vraiment plus graves qui peuvent rester encore longtemps. Moi, j'abîme aussi mon corps sur l'ultra et je veux aussi en parler, que les gens se lancent en connaissance de cause. Mais je pense qu'il y a différents moyens pour éviter ça. Moi j'ai eu la mauvaise expérience d'être brûlé et de risquer d'avoir un cancer de la peau. Mais je sais qu'il y a des solutions pour l'éviter. Et on est en train, avec Rafa, de réfléchir à des solutions qui permettent d'éviter ce genre de blessures et peut-être avoir des vêtements anti-UV qui permettent, parce qu'on passe en ultra de longues heures au soleil. Oui, donc avec la transpiration et tout, ça passe à travers ta race suit. Voilà, c'est ça. Donc, faut réfléchir à des matériaux qui filtrent encore plus qui filtrent encore plus et peut-être réfléchir à des choses avec des manches longues. La manche longue, à titre personnel, on a lu les mêmes études et à mon sens, il y a tellement de risques de cancer de la peau chez le cycliste ou autre que moi, ça fait quand même plusieurs mois maintenant, même année, que la manche longue, c'est la base. Ouais. Je ne sors pas en manche courte. L'hiver, de toute façon, la question ne se pose pas, mais l'été, je suis forcément en manche longue. Et c'est pour moi, puis c'est une manière aussi de se rafraîchir. Les manchettes UV, ça aide vraiment, je trouve, à tenir le corps au frais. Et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, sur le fait que c'est un point qui est négligé. Et tu as raison sur le fait qu'il faut le montrer et puis éduquer, entre guillemets, les gens
à leur dire que dans l'ultra, ils vont se faire mal, mais il y a 2 manières de le faire. C'est en contrôlant ce qui peut se passer, en s'anticipant, ou alors en ayant très mal, en dormant pas, etc., où tu subis quelque chose. Exact. Et voilà, ou mentalement, il y a tout ça qui va jouer. Comme tu parlais de l'automédication ou autre, où ils disent que tu vas camoufler tes douleurs. Alors, moi, hors vélo, je fais de l'apnée sportive. Et la première chose qu'on nous apprend, c'est à écouter notre corps parce que quand on est sous l'eau, en train de faire une apnée très longue, le moindre signe de syncope qui arrive, on doit savoir le repérer et s'arrêter à temps. Parce que sinon, forcément, on prend des risques pour notre vie, même si on est toujours avec des assistances ou autres, et que si on fait une syncope, on nous sort tout de suite de l'eau. Mais dans le but, c'est de les éviter. Et on est exactement, je trouve, sur la même philosophie de se dire qu'on doit écouter son corps absolument et on doit savoir repérer la moindre signe de défaillance ou autre, et pas le camoufler derrière quelque chose. Voilà. Et ça rejoint vraiment ça sur le côté automédication ou autre, où voilà, si tu camoufles ton problème, tu vas te mordre les doigts après, à court ou moyen terme, évidemment, voire long terme. Ouais. Donc, mais le problème, je pense qu'il y aura aussi un problème de dopage à un moment ou à un autre. Et je sais que on n'est pas dans une discipline qui est dans une fédération. Donc au niveau antidopage... c'est un peu open bar, quoi. Ouais, c'est open bar. Moi, j'en avais parlé du coup du tramadol qui est interdit par l'AMA. L'Agence mondiale antidopage. Et du coup, quand j'en avais parlé, il y en a qui me répondaient, mais c'est autorisé en fait. En ultra, techniquement, tout est autorisé. Oui, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de règlement. Oui. Il n'y a pas de règlement et donc et puis les organisateurs ne feront jamais l'effort avant que l'ultra soit vraiment développé. Et ne feront jamais l'effort d'avoir un contrôle antidopage. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'athlète d'anticiper ça. Et j'aimerais bien, dans le futur, pouvoir... que ça se réglemente, en fait. Est-ce que ça se réglemente? Et j'aimerais bien aussi que les coureurs, comme je suis de premier plan, puissent... avoir un contrôle, se faire un contrôle nous-mêmes. Je suis en train de discuter de ça avec le programme Quartz qui a été lancé en trail, où c'est sur la base du volontariat, où les coureurs acceptent de se faire contrôler de manière inopinée pour rendre service aussi à la discipline et dire que c'est possible de faire de manière propre et non médicalisée. Tu lèves un point aussi sur l'évolution de l'ultra actuellement, où depuis quelques années, ça va de plus en plus vite, avec une approche très différente, dont tu fais partie forcément, avec par exemple sur la tour où tu dors, où tu vas vite. On entend quand même pas mal d'athlètes, plutôt étrangers, qui disent qu'il y a une évolution qui leur plaît moins de l'ultra, où ça devient beaucoup trop sportif, entre guillemets, au détriment de l'expérience en elle-même. Est-ce que tu ne penses pas justement qu'il y a un lien aussi avec ça et le fait que quand ça va commencer à devenir professionnel, ça l'est déjà, mais plus encadré, est-ce qu'on a un risque aussi de perdre cette essence justement qui te plaît dans l'ultra à autre à un moment, ça risque pas d'aller trop loin, tellement ça évolue vite en ce moment? Moi, je suis pas trop dans ça. Je pense que tant qu'il y a une organisation qui accueille tous les cyclistes, je pense qu'il faut laisser libre à toutes les motivations qui peuvent exister. S'il y en a qui viennent vraiment pour faire de la compétition sans profiter, qu'ils le fassent. Si ça leur plaît, s'ils prennent du plaisir là-dedans, qu'ils le fassent. S'il y en a qui viennent vraiment juste pour finir, pour y aller en mode touring, qu'ils le fassent et c'est super. Tant que c'est quelque chose qui leur apporte du bonheur, qu'ils aiment faire ça, je pense que toutes les motivations sont entendables. Moi, ça me fatigue un peu d'entendre ça, qu'on se dise ouais, on perd l'essence. Je suis d'accord, il faut garder cette essence. Il faut, mais je pense que il faut être ouvert aussi à tout.
si tout est fait dans le respect voilà, de l'environnement, de la course, avec une éthique bien précise, bien sûr. Mais je pense que voilà, faut être ouvert à tout le monde. J'ai l'impression aussi que plus la distance est longue, plus tu as une solidarité un petit peu. Alors je sais pas sur la tour comment c'était, mais moi j'ai surtout les retours par exemple de la DB où à l'arrivée tu as tous les potes ensemble qui s'attendent, etc. Où tu as un accueil, tu as cette convivialité entre les coureurs, Ouais. même s'ils sont prêts à s'écharper sur la course pour certains parce qu'ils sont là pour gagner, mais à l'arrivée tu as quand même une camaraderie entre guillemets qui est bon enfant, et puis on suppose qu'il faut qu'elle reste parce que c'est ça aussi qui fait votre force, je pense, tous d'avoir un collectif de coureurs qui sont habitués de se croiser et de se voir. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est important. Après, la Tour d'Ivoire, c'est un peu compliqué à avoir ça. L'emplacement de l'arrivée, surtout. L'emplacement de l'arrivée, c'est un peu difficile d'y rester. Il y a personne. Après, il y a Jeffrey qui fait des navettes entre chez lui. Et donc, il faisait des podiums là-bas souvent. Après, là, il y avait quand même 48 heures avec le deuxième. C'était un peu compliqué pour moi de rester. J'avais pris aussi mon billet retour. Et puis, en fait, j'avais vécu l'expérience à la Transcontinentale qui était un peu difficile, où j'étais resté jusqu'à la fête des finishers. Et en fait, c'était super long. C'était super long. Et en fait, j'avais envie de voir ma famille, mes amis, les gens que j'aime. Et j'avais envie de le partager. Et en fait, là, j'étais tout seul pendant de longs jours. Et ça a été un peu difficile pour moi. Après, moi, j'étais aussi un peu déçu du monde de l'ultra après la Traca. Ça a été quelque chose, oui. Ça a été un peu difficile pour moi. J'ai ressenti quand même pas mal d'hypocrisie. En fait, j'avais aussi cette vision de l'ultra qui était très dans le partage. Qui était saine. Et en fait, ça m'a un peu refroidi. Après, il y a des belles personnes. Il y a des super personnes. Et je pense que c'est comme dans tous les milieux. On a eu, si on peut en parler, on avait eu donc post-Traca, donc la polémique forcément avec le coupé, comme il disait. Et tu vois vraiment que c'est sorti de 2-3 personnes aigries. Et puis frustrées aussi accessoirement. De l'ordre d'arrivée, mais on t'avait envoyé un mail très gentil et très humain à tes partenaires que j'ai lu. Je t'ai appelé dans la minute, et je te rappelle ce que je t'ai dit. Tu arrives dans une sphère de victoire où tu vas en bouffer des aigris et puis des suspicieux. Et à mon sens, il faut le débrancher et ça va être. Mais je pense que c'était ta première grosse expérience comme ça. Ouais, c'était ma première grosse expérience et c'est sûr que c'est pas évident de vivre ça, même si ça n'a rien à voir avec ce que peuvent vivre des footballeurs, etc. Mais en fait, quand tu le vis pour la première fois, c'est une échelle différente, mais c'est ça. C'est dur. Tu comprends pas trop parce que tu as l'impression de ne pas être compris. Et les gens n'essayent pas de comprendre. Mais bon, voilà, c'est toujours des expériences où il faut aussi en apprendre. Aujourd'hui, je sais que je suis très surveillé et que j'ai un devoir aussi d'être à 100% clean dans mes courses. Donc voilà. Sur le côté gestion du mental, là-dessus, tu as un suivi par un préparateur mental ou psychologue pour t'aider sur justement la gestion de tout ça? Ça, j'ai pas fait appel, mais j'ai été préparé mentalement par Camille Soyer, si tu connais. Si c'est par Camille. J'ai été préparé. Après, on n'a pas parlé spécifiquement de ça, donc c'était plutôt avant la Traca. Mais j'ai été bien entouré par mes partenaires, par toi notamment, qui m'a appelé directement et ça m'a rassuré. Et en fait, voilà. J'ai accepté le fait que... il y a une solution maintenant. Sur la race, tu demandes à Rafa d'écrire derrière « Attention, ça va couper ». Et puis comme ça, après, ils sont prévenus.
Ce serait un beau pied de nez d'ailleurs, ce serait marrant. Ouais, ce serait drôle. Ouais, ouais. Non, mais voilà, faut surtout apprendre de ses expériences et puis aller de l'avant. Mais... T'as fait la meilleure réponse avec le thé et ton Reels 2 semaines après, avec « Oh, mais coupe tout le temps !» C'était tellement parfait, ça. C'était la meilleure réponse que tu pouvais leur donner, je trouve. Oui, bon. Donc, ouais, mais bon. Ça. Non, mais je suis d'accord. D'un côté, je suis d'accord aussi que voilà, il y a eu des fautes sur la trachea, mais rien n'a été fait de manière intentionnelle. Et je sais que maintenant, faut que je sois vraiment concentré et que j'ai pas le droit à l'erreur. C'est juste, voilà, il faut être encore plus strict dans ses traces. Mais voilà. Ne pas oublier que les gens qui vont te juger, ils oublient que c'est 22 heures sur la selle. Exact. Et qu'il faut tenir le mental 22 heures et pas à 21h30, c'est jusqu'à la dernière seconde. Et ça, qui se mettent à ta place et puis on en reparlera après. Mais il y en a qui ne veulent pas faire l'effort, qui ont juste envie de prendre la moindre brèche pour y aller. Mais bon, voilà, c'est la nature humaine et bon, malheureusement, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc prochain outil Badlands. Oui. Solo du coup. Ouais, solo. Il y aura... Dans l'idée d'aller faire évidemment un top 1, j'imagine. Ouais, surtout de mettre plus de 24 heures au thé, ça c'est... Ouais, plus de 24 heures au thé, ça va être ça. Je rigole. On lui transmettra. On lui transmettra. Non, forcément. Non, bon, je vais essayer de donner le meilleur. Après, voilà, c'est compliqué parce que je rentre de la Tour Divide, donc après il y a environ 2 mois, donc ça laisse le temps de se préparer, mais bon, ça laisse des traces quand même, donc on sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, voilà, j'y vais pour donner le meilleur comme à chaque fois. Mais... Ouais, ça va être chouette à suivre, forcément. Impeccable. Et puis je vais avoir les... Tu peux. T'as le droit. Je vais avoir une nouvelle chape. Les chapes oversize, du coup, tu vas les avoir, effectivement. Ouais, on vous les tease depuis tout à l'heure parce qu'en fait, elles sont sur mon vélo, là. Bon, ça, on va voir ceux qu'on suivi depuis tout à l'heure si on les voit passer quand je bouge la chaise. Donc voilà. Oui, c'est tout prêt, ça. J'ai hâte de tester tout ça. Les en bas, vous serez les premiers à les avoir. Donc, il est certain que tu les auras à Badlands et tu auras déjà eu le temps de t'entraîner avec. Oui. Donc, j'ai hâte. Ça va être le nouveau joujou. C'est ça. Ça va être très chouette. On arrive à la fin du coup de l'entretien avec Victor. Merci à toi, vraiment, d'avoir pris le temps de le faire avec nous. Ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, c'était une belle discussion et je suis super heureux d'être ici, en plus ici chez vous. Et ça me fait plaisir de rencontrer tout le monde. C'est la première fois que tu viens dans les locaux, effectivement. Donc, c'est l'occasion de se voir. C'était vraiment chouette. On n'aura pas fini aujourd'hui encore, mais c'est plutôt cool. Donc, on sera amené à se revoir évidemment très vite et puis à suivre toutes tes aventures, évidemment. Suivez évidemment Grinta qu'on vous met en description parce que ça, c'est mon petit podcast chouchou dès qu'il a lieu. Donc, même le projet me botte énormément. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est gentil. Et puis, on sera amené à vous revoir tous les deux aussi avec le V et le T. Le T. Pour ce sujet-là, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble là-dessus. Bien sûr. Donc, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Trop bien. À bientôt. Et puis, à très très vite sur un nouvel événement. Merci.